Vendredi, on a introduit la notion d'intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle AB, comme l'aire sous la courbe. Donc on a vu la notation évidemment, puis on a vu quelques exemples. Alors, je vous ai dit vendredi dernier que, en règle générale, calculer une intégrale, c'était pas quelque chose de simple. Nous, on l'a fait sur des exemples très particuliers où l'aire sous la courbe arrivait géométriquement à s'interpréter facilement parce que c'était soit un rectangle, soit un trapèze, soit un quart de cercle. Mais en règle générale, pour une fonction quelconque, comme même une fonction simple comme la fonction carré, par exemple, c'est pas du tout évident d'estimer l'aire sous la courbe. Alors, donc notre but dans le chapitre, ça va être d'avoir les outils pour faire ça. Et le but d'aujourd'hui, c'est de démontrer le théorème fondamental qui va relier la notion d'intégrale à la notion de primitive, que vous avez dû voir en physique avec Monsieur Laureau. Donc nous, on va revoir ça, on va revoir toute la théorie et tous les types de calculs qu'on peut faire pour trouver des primitives. Mais avant ça, on va démontrer le théorème fondamental qui relie la notion d'intégrale et la notion de primitive. Parce qu'a priori, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. L'intégrale, ça a été défini comme un objet géométrique, un objet graphique, et une primitive, c'est un objet qui a trait au calcul. On cherche une fonction grand F qui, quand on la dérive, donne une fonction petit f. Alors, avant d'énoncer le théorème et puis de le prouver, c'est un théorème assez long à montrer, ça va nous occuper toute la séance. Je vous avais demandé de faire un petit exercice, un petit exemple pour aujourd'hui. Donc, je l'ai réaffiché sur la diapo. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 3x plus 4. On prend un x supérieur ou égal à moins 1. Et vous deviez calculer l'intégrale de moins 1 à x de f. Et ensuite, considérer la fonction grand F qui, pour chaque x, prenait la valeur de cette intégrale, calculer sa dérivée et essayer de remarquer quelque chose. Alors, ici, la fonction qu'on doit intégrer, la fonction 2x plus 1, c'est une fonction affine. Non, c'est pas 2x plus 1, c'est 3x plus 4, pardon. La fonction 3x plus 4, c'est une fonction affine. Donc, elle est représentée graphiquement par une droite. Alors, je vais prendre le pointeur. Voilà. Elle est représentée graphiquement par cette droite. Et nous, ce qu'on doit estimer, c'est l'aire sous la courbe entre moins 1 et x. Donc là, j'ai pris un x quelconque, peu importe, ça n'a aucune importance. La seule chose, c'est qu'il soit plus grand que moins 1, puisqu'on a dit qu'on intégrait sur l'intervalle AB avec a plus petit que b. Donc l'aire sous la courbe, c'est l'aire de ce trapèze. La petite unité d'aire est ici. Et donc, comme ici, c'est un trapèze rectangle, comme d'habitude, on va faire petite base plus grande base fois la hauteur divisé par 2. Alors, ici, que vaut la petite base que vaut la hauteur, pardon. Donc, la hauteur, c'est l'écart qu'il y a entre le nombre moins 1 et le nombre x. Cet écart, c'est x moins moins 1. Donc, x moins moins 1, ça fait x plus 1. Ensuite, la grande base ici, la grande base, c'est ça, de mon trapèze, eh bien, par définition, c'est f de x, puisque ici, on a le nombre x, donc sur la courbe ici, on lit le nombre f de x. Et la petite base, elle est fixe, c'est l'image de moins 1, et f de moins 1, on peut vérifier que ça fait plus 1. Donc finalement, ça me donne, pour l'intégrale que je cherche, petite base qui vaut 1, plus grande base qui vaut f de x, fois la hauteur qui vaut x plus 1, le tout divisé par 2. Donc, si on remplace, f de x, c'est 3x plus 4. Ça fait donc en tout 3x plus 5 fois x plus 1, le tout divisé par 2. On développe, ça nous donne ça, et au final, on a que i de x, c'est égal à 3 demi de x carré plus 4x plus 5 demi. Est-ce que vous aviez fait ça? Est-ce que vous aviez trouvé ça? Oui. Par Solal, personne n'avait fait ça? Non, pas beaucoup de succès. Bon, si, Martial, d'accord, très bien. Alors, donc maintenant, on va s'intéresser à la fonction f qui, à chaque nombre x, associe cette intégrale. Autrement dit, ce que je vais regarder, c'est quand je vais faire varier x ici, je vais avoir une aire sous la courbe qui va varier.
Alors, on voit que plus x va être petit, plus l'aire va être petite, plus x va être grand, plus l'aire va être grande, et ça me donne une certaine fonction de x. Pour chaque valeur de x, je vais avoir une valeur de l'intégrale. Et cette valeur, je la connais puisque je l'ai calculée ici pour tout nombre x. Donc, je considère la fonction grand f qui à x associe 3 demi de x carré plus 4x plus 5 demi, qui est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur r et donc sur moins 1 plus l'infini. Et sa dérivée, donc quand je dérive 3 demi de x carré, ça va faire 3 demi fois 2x, donc ça fait 3x. Et la dérivée de la fonction affine 4x plus 5 demi, ça fait 4. Donc finalement, la dérivée de grand f, c'est 3x plus 4. Et que constate-t-on? Eh bien, ce qu'on devait constater, c'est que 3x plus 4, ça n'est rien d'autre que la fonction petit f. Donc, ce qu'on a vu sur cet exemple, c'est que quand je pars d'une fonction petit f, alors ici, c'est une fonction particulière, mais notre but, ça va être de montrer que c'est toujours vrai, ce qu'on vient de voir. Petit f, qui est égal ici à 3x plus 4, si je lui associe une certaine fonction grand f qui est définie comme l'aire sous la courbe entre un point fixe, ici moins 1, et un point variable, x. Donc ça me fait une fonction qui dépend de x. Quand je fais varier x, l'aire en rouge varie. Et cette fonction grand f, eh bien, on va montrer que c'est une primitive de petit f, c'est-à-dire que quand je la dérive, cette fonction grand f, quand je dérive grand f, je trouve toujours la fonction petit f. Donc c'est ça qui va faire le lien fondamental entre d'un côté la notion d'intégrale et de l'autre côté la notion de primitive. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Pas de questions? Très bien. Alors, voilà le théorème fondamental, théorème numéro 7 du cours. Si on a une fonction f continue et positive sur un intervalle AB, alors la fonction grand f, qui est définie pour tout x dans l'intervalle AB par grand f de x, c'est l'intégrale de petit a à x de f de t dt. Vous retrouvez au passage ce que je vous ai dit l'autre jour, c'est que ici dans l'intégrale, je peux choisir la lettre que je veux, et donc là j'ai pris un t. Pourquoi j'ai pris un t? Pour pas qu'on le confonde avec le x qui est ici. Formellement, ce serait pas faux de mettre f de x et x, mais alors après on s'y retrouve plus du tout. Donc on a toujours intérêt, si on a quelque chose, une borne qui varie ici, à mettre une autre lettre dans l'intégrale. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un petit t ici et un petit x ici. Le petit a, lui, c'est pas une variable. Le petit a, il est fixé. Dans notre exemple, c'était moins 1. Donc cette fonction grand f, on va montrer qu'elle est dérivable sur AB et que pour tout x dans AB, quand je la dérive, je trouve petit f. Autrement dit, cette fonction grand f, c'est une primitive de la fonction petit f. Alors, au programme, on doit faire la démonstration, et je trouve que la démonstration, elle est intéressante, elle est éclairante, mais on va la faire seulement dans un cas particulier, qui est le cas particulier où on rajoute, en plus des hypothèses qu'on a déjà, donc nos hypothèses, c'est que la fonction f, elle est continue, et qu'elle est positive, on va rajouter en plus l'hypothèse que la fonction f est croissante. Mais c'est vrai pour toutes les fonctions, qu'elles soient croissantes ou décroissantes, mais nous, on va seulement faire la preuve dans le cas où elle est croissante. Vous allez voir, c'est déjà assez long. Alors, donc on prend une fonction f, continue, croissante et positive sur l'intervalle AB. On va se donner un x0 dans AB, donc on fixe une valeur x0 entre A et B. Et pour tout h non nul, tel que x0 plus h reste entre A et B, on va considérer le taux de variation de la fonction grand f entre x0 et x0 plus h. Donc ce taux de variation, par définition, il se définit comme t de h égale grand f de x0 plus h moins grand f de x0 sur h. Donc ça, c'est ce qu'on doit considérer quand on cherche à prouver qu'une fonction est dérivable. Depuis la fin de l'année dernière, la plupart du temps, quand on dérive, on utilise les formules de dérivation sur la dérivée des fonctions de référence et sur la dérivée des opérations, produits, somme, etc. Mais ici, grand F, on n'a pas d'expression algébrique, on ne sait pas ce qu'elle vaut. Donc là, on est obligé de revenir à la définition. Et la définition d'une fonction dérivable, c'est une fonction telle que le taux de variation admet une limite. Donc je considère ce taux de variation, t de h, et notre but, ça va être de démontrer que ce taux de variation a une limite quand h tend vers 0, et que cette limite, c'est petit f de x0. Donc attention, dans toute la suite, on a un grand f. Donc le grand f, c'est le grand f qui est donné par le théorème, c'est-à-dire c'est l'intégrale
de a à x de petit f de t dt, ça c'est la fonction grand F. Donc parfois on l'appelle la fonction R, c'est une fonction qui a un nombre x associe l'aire sous la courbe entre a et x, mais l'aire sous la courbe de petit f. D'accord? Donc une fonction grand F, une fonction petit f, on va montrer que le taux de variation de grand F a une limite quand h tend vers 0, et que cette limite, ça n'est rien d'autre que petit f de x0. Ça prouvera à la fois que la fonction grand F est dérivable, et que sa dérivée, c'est la fonction petit f. Alors, pour faire la démonstration, on est obligé de distinguer deux cas. On va distinguer le cas où h est un nombre strictement positif et le cas où h est un nombre strictement négatif, sachant que par hypothèse, h ne peut pas être nul. On a bien précisé, ici h est non nul, puisqu'on divise par h, on ne peut pas prendre h égale 0. Mais on peut prendre h positif ou h négatif. Alors, premier cas, on va supposer que h est un nombre strictement positif. Donc, dans ce cas-là, on va interpréter ces quantités-là, f de x0 plus h, f de x0 et la différence f de x0 plus h moins f de x0, je vais les interpréter d'un point de vue graphique. Donc, pourquoi j'interprète ces quantités? Parce que ce sont celles qui interviennent dans le taux de variation. D'accord? Dans le taux de variation, mon but, c'est de trouver la limite de ça. Pour trouver la limite de ça, je vais essayer d'estimer ce quotient, et d'abord, je vais m'intéresser au numérateur. Et donc, la seule chose que je puisse faire, c'est utiliser ma définition de l'intégrale. Je vous rappelle que grand F, c'est défini par une intégrale. Donc, c'est défini par l'aire sous la courbe. Alors, on sait par définition que grand F de x0 plus h, c'est l'aire sous la courbe de f entre petit a et x0 plus h, et que f de x0, c'est l'aire sous la courbe entre a et x0. Donc, graphiquement, là, je vous ai représenté, voilà, ici, la courbe de ma fonction petit f. Ici, le nombre petit a, ici, le nombre petit b. J'ai pris un x0 n'importe où, et x0 plus h ici. Donc, puisque h est un nombre positif, x0 plus h se trouve forcément à droite de x0. Il est après x0. Donc, par définition, grand F de x0, c'est l'intégrale de a à x0 de petit f. Donc, c'est l'aire sous la courbe de petit f entre a et x0. C'est donc l'aire que j'ai fait en rouge ici. Et grand F de x0 plus h, eh bien, c'est la même chose, mais en allant jusqu'à x0 plus h. Donc, c'est toute l'aire en bleu ici. Donc, il faut comprendre que ça part de a. Comme ici, ça recouvre f de x0, on a une partie qui est en violet là, parce qu'on a le rouge et le bleu qui se mélangent. Mais c'est toute la partie qui serait colorée en bleu ici, partant de a jusqu'à x0 plus h. Et nous, ce qui nous intéresse dans la définition du taux de variation, c'est la différence entre les deux. Donc, graphiquement, comment elle s'interprète cette différence? Où est-ce que je vois graphiquement f de x0 plus h moins f de x0? C'est une question à laquelle vous devez me répondre. Donc, sur ce graphique, où est-ce que je vois f de x0 plus h moins f de x0? Sophie, oui, c'est la partie en bleu clair, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la partie qui est en bleu, mais qui n'est pas en rouge. La partie en bleu, en fait, c'est de là jusqu'ici. La partie en rouge, c'est de là jusque là. Et donc, l'écart entre les deux, c'est ce que j'obtiens dans la partie bleue quand j'enlève la partie rouge. Autrement dit, c'est la partie qui reste seulement en bleu. La partie entre x0 et x0 plus h. Voilà. Donc, f de x0 plus h moins f de x0, c'est seulement cette partie en bleu clair. Alors, ça, voilà, c'est intéressant, mais ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Ça, je ne sais toujours pas ce que ça vaut. Et puis, en fait, je ne saurais jamais exactement ce que ça vaut. Mais on va essayer d'estimer cette aire. Et pour estimer cette aire, on va l'encadrer par deux aires qu'on sait facilement calculer. Et les aires les plus simples à calculer, ce sont les aires des rectangles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encadrer cette aire bleue par l'aire de deux rectangles. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la diapo suivante. Donc, on part de notre aire bleue et on va placer deux rectangles de telle sorte que l'un des rectangles soit toujours situé en dessous de la courbe et l'autre soit toujours situé au-dessus. Donc, mon premier rectangle, je vais prendre ici un point A, ici un point B, ici un point C, ici un point D. Alors, le point A, il est aux coordonnées x0 et 0.
le point B, x0 plus h est 0. Et puis ici, C et D, ils sont définis à partir de la courbe de f. Ici, le point D que je prends, c'est le point sur la courbe qui a pour abscisse x0. Donc c'est le point de coordonnées x0, f de x0. Et puis C, c'est le point que je dois prendre pour terminer mon rectangle. Donc lui, il a la même ordonnée que D, donc il a pour ordonnée f de x0, et il a la même abscisse que B, donc il a pour abscisse x0 plus h. Donc ça me fabrique un rectangle qui est situé en dessous de la courbe. Pourquoi est-ce qu'il est situé en dessous de la courbe? Parce que la fonction est croissante. Donc c'est là que j'utilise mon hypothèse qu'on a une fonction qui est croissante sur l'intervalle AB. Le fait de prendre ici le point D en x0, ça me garantit que la courbe ensuite reste toujours au-dessus. Et puis on va faire la même chose, mais en prenant au contraire le point le plus haut sur la courbe, qui va donc nous donner un rectangle qui lui sera toujours au-dessus. Donc là, je rajoute un point E, un point F, tel que le rectangle ABEF, lui, il est toujours au-dessus de la courbe. C'est-à-dire le segment FE se situe entièrement au-dessus de la courbe. Et donc vous voyez que ça va me permettre d'encadrer l'aire en bleu. L'aire en bleu est plus grande que l'aire du rectangle ABCD, et elle est plus petite que l'aire du rectangle ABEF. Puisque ces deux rectangles encadrent l'aire sous la courbe, eh bien l'aire sous la courbe est comprise entre l'aire de ces deux rectangles. Alors ensuite, je vous ai mis explicitement les coordonnées des points. Donc A, c'est 0x0, B, c'est x0 plus h0, C, x0 plus h, f de x0, D, x0, f de x0, E, alors E, on ne l'a pas dit, quelles sont ses coordonnées? Il a pour abscisse la même que B, x0 plus h, et comme il est sur la courbe, son ordonnée, c'est f de x0 plus h. Et puis F, c'est le point qui a la même ordonnée que E, donc il est à l'ordonnée f de x0 plus h, et il a la même abscisse que A, donc l'abscisse x0. Donc c'est bien ce que j'ai écrit ici. E, c'est x0 plus h, f de x0 plus h, et f, c'est x0, f de x0 plus h. Alors, ce que je vous conseille de faire, parce que je ne peux pas afficher à la fois les calculs et la courbe, c'est de reproduire sur un papier brouillon, rapidement, juste cette partie-là du dessin. Donc, reproduisez rapidement sur une feuille cette partie du dessin. Donc, juste, vous mettez la portion de courbe, vous mettez les points A, B, C et D, les points A, B, E et F, et puis ici, vous mettez x0, x0 plus h, et puis notez ici que c'est f de x0, l'ordonnée de D et de C, et ici c'est f de x0 plus h, l'ordonnée de E et de F. Donc je vous laisse une minute pour faire ça, et comme ça vous aurez ce... Ah bah si vous avez une capture d'écran, c'est très bien, oui. Le principal, c'est que vous puissiez avoir la courbe à côté de vous en même temps que je vais montrer les diapos suivantes. Moi, je ne peux pas faire les deux, mais si vous voulez faire une capture d'écran, très bien. Donc, soit une capture d'écran, soit vous recopiez à la main sur un brouillon. Ce n'est pas la peine que ce soit une figure très, très propre ni très précise, hein. C'est juste pour que vous ayez sous l'œil les différents points, les rectangles et les positions. C'est bon pour tout le monde? Oui? Ok. Très bien. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fonction f est croissante, et donc comme h est positif, sur votre figure, x0 plus h se trouve à droite de x0, c'est-à-dire que x0 plus h est plus grand que x0. Et donc par croissance de la fonction, f de x0 est plus petit que f de x0 plus h. Donc ça signifie que l'aire sous la courbe, elle est plus grande que, plutôt que la courbe est au-dessus du segment CD, et elle est en dessous du segment EF. Donc ça nous dit que l'aire sous la courbe, l'aire bleue, mais l'aire bleue, ça n'était rien d'autre que f de x0 plus h moins f de x0, c'est supérieur à l'aire du rectangle ABCD, et c'est inférieur à l'aire du rectangle ABEF.
Alors, ces rectangles, c'est maintenant, ça va être assez facile de calculer leurs aires, puisque l'aire d'un rectangle, c'est côté fois côté. Donc, l'aire du rectangle ABCD, c'est AB fois AD, et l'aire du rectangle ABEF, c'est AB fois AF. Mais au vu des coordonnées, la longueur AB, ça vaut h, puisque c'est ce qui sépare x0 de x0 plus h. Donc la longueur AB est égale à h. La longueur AD, par définition, c'est f de x0. Notez au passage que c'est ici qu'on a besoin du fait que la fonction f est positive. Hein. Bon, de toute façon, nous, on a défini les intégrales que pour des fonctions positives, mais c'est là qu'on va avoir besoin de... Enfin, on l'utilise ici aussi pour dire que cette longueur, c'est bien l'image de x0 par f. Et de l'autre côté, AB, c'est le même, donc c'est h, et AF, c'est f de x0 plus h cette fois-ci. Du coup, comme h est un nombre positif, je peux tout diviser ici par h sans changer le sens des inégalités, puisque je divise par un nombre positif. Donc en divisant par un nombre positif, je conserve le sens de mes deux inégalités. Ça va donc me donner f de x0 plus h moins f de x0 sur h est toujours supérieur à f de x0 et toujours inférieur à f de x0 plus h. Donc ici, là, ce que j'obtiens, qu'est-ce que c'est? F de x0 plus h moins f de x0, le tout sur h. Qu'est-ce que ça représente? C'est le taux de variation. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherche à évaluer. Alors, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce qu'on vient de faire tout ça? Je vous rappelle que notre but, c'est de trouver la limite de ce taux de variation. Oui, Élise, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème d'encadrement. Et ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit pour les suites, c'est vrai aussi pour les fonctions. Quand on a affaire, on l'a d'ailleurs utilisé pour l'exponentielle. Alors, on n'a pas utilisé le théorème d'encadrement, on avait utilisé le théorème de comparaison. Mais l'idée est la même. Quand vous avez une fonction ou une suite dont vous ne connaissez pas l'expression explicite, souvent, quand on cherche quand même à trouver sa limite, on va soit utiliser le théorème d'encadrement, soit utiliser le théorème de comparaison. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Cette quantité, j'arriverai jamais à la calculer explicitement, mais je vais arriver à l'encadrer, et je vais arriver à l'encadrer par deux quantités dont je sais trouver la limite. Alors déjà, il y a un côté qui est facile, parce que ici, ça ne dépend pas de h. Donc puisque ça ne dépend pas de h, quand h tend vers 0, ça reste fixe. Et alors maintenant, l'autre côté là, f de x0 plus h. Quand petit h tend vers 0, ça tend vers quoi? Quelle est la limite de f de x0 plus h quand petit h tend vers 0? Alan, f de x0, oui. Mais alors, est-ce que vous sauriez me dire pourquoi? Pourquoi est-ce que f de x0 plus h, quand h tend vers 0, ça tend vers f de x0? Oui. Solal, en effet, c'est parce que la fonction est continue. D'accord? Donc là, on utilise notre hypothèse de continuité. Donc si vous regardez, on a bien utilisé les trois hypothèses. Hein. On a bien utilisé le fait qu'elle était croissante pour dire que l'arc de courbe était entre les deux segments, que l'aire sous la courbe était entre les deux rectangles. On a bien utilisé qu'elle était positive ici pour évaluer les longueurs AD et AF. Et c'est maintenant que j'utilise qu'elle est continue. Donc le taux de variation est compris entre ça. Et comme f est continu, la limite en h égale 0, c'est la valeur, c'est f de x0. Donc, grâce au théorème d'encadrement, on en déduit que t de h, quand h tend vers 0, par valeur positive, puisque n'oubliez pas que là, pour l'instant, j'ai supposé que h était strictement positif. Donc, quand h tend vers 0 par valeur positive, t de h tend vers f de x0. Donc, j'ai fait la moitié du travail, c'est-à-dire j'ai montré que quand h tend vers 0, mais en étant supérieur à 0, le taux de variation tend bien vers f de x0. Alors maintenant, il reste à faire de l'autre côté, c'est-à-dire quand h est négatif. Donc, deuxième cas, on suppose que h est négatif. L'idée est la même, c'est quasiment la même chose. Alors, est-ce que vous voyez ce qui va changer quand h est négatif? Est-ce que vous avez une idée de ce qui change? L'idée de la démonstration est la même. Hein. Mais qu'est-ce qui va changer? Le sens de l'encadrement, oui.
Le sens de l'encadrement va effectivement être différent. Et donc, fondamentalement, pourquoi? Pourquoi, quand h est négatif, le sens de l'encadrement change? Fondamentalement, d'un point de vue géométrique, qu'est-ce qui change quand h est négatif? Voilà, c'est le côté où se trouve x0 plus h. Puisque h est un nombre négatif, du coup, x0 plus h va se trouver avant x0. Même si on écrit plus h, puisque h est un nombre négatif, quand j'ajoute h, en fait, je vais soustraire quelque chose, puisque h est négatif. Et donc, du coup, x0 plus h va se trouver avant x0. Donc, l'idée est rigoureusement la même. La seule chose qui change, c'est que x0 plus h va être plus petit que x0, et donc, f, elle est toujours croissante, elle, hein, donc elle conserve toujours les inégalités. Donc, f de x0 plus h est plus petit que f de x0. Alors, d'un point de vue graphique, alors attention maintenant, du coup, puisque x0 est après x0 plus h, je n'ai plus d'interprétation graphique de f de x0 plus h moins f de x0, mais de l'opposé. Donc, l'aire bleue maintenant, de tout à l'heure, l'aire qui est ici, c'est grand f de x0 moins grand f de x0 plus h. Puisque grand f de x0, c'est l'aire jusqu'à x0, donc l'aire de toute cette partie-là, et je lui enlève l'aire jusqu'à x0 plus h, c'est-à-dire l'aire qui est en blanc ici. Et donc, il reste l'aire qui est en bleu là. Du coup, on définit nos rectangles comme tout à l'heure, A, B, C, D et A, B, E, F. Alors par contre, là, les coordonnées changent. Maintenant, le point A, il a pour coordonnées x0 plus h est 0. Le point B, il a pour coordonnées x0 et 0. Le point C a pour coordonnées x0 et f de x0 plus h. Et le point D a pour coordonnées x0 plus h, f de x0 plus h. Le point E a pour coordonnées x0, f de x0, il est sur la courbe. Et le point F a pour coordonnées f de x0, il a la même ordonnée que E, et en abscisse x0 plus h. Donc, bon, je ne vous fais pas recopier la courbe, hein, mais vous voyez que c'est exactement la même idée. La seule chose, c'est qu'on échange en gros x0, x0 plus h. Du coup, on en déduit comme tout à l'heure que maintenant, grand f de x0 moins grand f de x0 plus h est compris entre l'aire de ABCD et l'aire de ABFE. Comme h est négatif, alors attention maintenant, AB du coup est égal à moins h. Hein, ici, AB c'est une longueur. Cette longueur elle est obtenue en faisant x0 et en lui retranchant x0 plus h. Quand je fais x0 moins x0 plus h, les x0 s'en vont et il reste moins h. Ce qui est naturel puisque h est un nombre négatif, donc du coup moins h est un nombre positif. Et il faut bien que AB, qui est une longueur, soit positive. Donc du coup, ça me donne moins h fois la hauteur du rectangle ABCD qui maintenant vaut f de x0 plus h, et à droite, moins h fois f de x0. On divise tout par moins h qui est positif. Moins h est positif parce que h est négatif. Et donc, ça me donne f de x0 moins f de x0 plus h, le tout sur moins h, compris entre petit f de x0 plus h et petit f de x0. Et ce qui nous arrange, c'est que vous voyez que ici, je n'ai pas h, mais j'ai moins h. Mais au numérateur, je n'ai pas non plus ce que je veux. Et donc, en fait, en multipliant tout par moins 1, si je change les signes partout, c'est-à-dire je multiplie par moins 1 le numérateur, je multiplie par moins 1 le dénominateur, du coup, ça change tous les signes. Et en changeant tous les signes, eh bien, on retombe exactement sur le taux de variation. On retombe sur f de x0 plus h moins f de x0, le tout divisé par h. Et donc, c'est bien ce que disait Solal tout à l'heure. On a le même encadrement, mais dans l'autre sens. Maintenant, le f de x0 se trouve à droite et le f de x0 plus h se trouve à gauche. Du coup, on a notre taux de variation qui est encadré par ces deux valeurs. Et comme tout à l'heure, h est continu. Donc, ce terme-là va tendre vers f de x0. Et par encadrement, le taux de variation tend vers f de x0 quand h tend vers 0 par valeur inférieure à 0 cette fois-ci. Du coup, on a montré que des deux côtés, ça tend vers la même chose, ça tend vers f de x0. Donc, quand h tend vers 0, le taux de variation tend vers f de x0 comme on l'avait annoncé. Donc ça prouve ce qu'on voulait,
ça prouve que f est dérivable en x0 et que sa dérivée, c'est bien la fonction petit f. Et comme le x0, je l'ai choisi n'importe comment, hein, c'est n'importe quel nombre entre a et b, eh bien ça prouve que la fonction grand f, elle est dérivable partout entre a et b, et que sa dérivée, c'est petit f. Donc ça démontre notre théorème. Alors, pour conclure, une remarque, donc on constate que le problème de calculer une intégrale, une fonction positive et continue, ça revient à chercher une fonction grand f dont la dérivée est petit f. Donc ça justifie l'introduction de la notion de primitive, qui va être l'objet du paragraphe suivant dans le cours. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Non, c'est bien compris, c'était clair ? Ça va? Ok, super. Alors, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que tout le monde a validé ses vœux Parcoursup? Oui? C'est bien. Anis, il faut valider tes vœux. Martial, il faut valider tes vœux. Ok. Vous avez accès à la fiche à venir là? Sophie, il faut valider ses vœux. Vous avez accès aux notes, d'accord. Alors, vérifiez bien qu'il n'y a pas d'erreur, hein. On ne sait jamais. Oui, Sophie, vous avez jusqu'à demain, mais on ne sait jamais. Panne d'ordinateur, panne de réseau. Vous savez qu'en ce moment, le réseau, il est très utilisé, donc on ne sait jamais. D'accord, très bien, Mathias. Je te remercie. Donc voilà, ça ne sert à rien d'attendre. Donc, validez vos vœux. Hein. N'attendez pas la dernière seconde pour cliquer. Très bien. Alors sinon, donc là, c'est qu'une partie du cours que je vous ai fait aujourd'hui sur le théorème fondamental qui relie la notion d'intégrale à la notion de primitive. Mais il va falloir maintenant donc que de votre côté, vous travailliez la deuxième partie du cours qui est toute l'étude des primitives. Donc ça, je l'ai mis dans le poly. Je vous mettrai aujourd'hui en ligne les démonstrations des théorèmes. Elles sont pas très compliquées du tout. Et puis les exemples. Donc je vous mettrai sur le site jusqu'où vous devez aller. Et puis les exercices à faire pour jeudi. Donc là, sur la partie qu'on vient de faire, nous, il n'y a pas d'exercice en soi. C'était juste la démonstration de ce théorème. Comme elle est quand même assez longue et compliquée, j'ai voulu la faire avec vous pour vous l'expliquer. Maintenant, tout ce qui est notion de primitive, etc., vous pouvez le faire par vous-même. Et puis, donc je vous mettrai ça, tous les exemples, les démonstrations en ligne dans la journée. Donc, et je vous mettrai précisément ce que vous avez à faire pour jeudi. Et puis, on verra jeudi si on se retrouve, si j'ai le temps, d'ici jeudi, de vous faire un petit diaporama pour introduire la deuxième partie du cours sur comment est-ce qu'on calcule des intégrales une fois qu'on s'est trouvé des primitives. D'accord ? Donc, je vous tiens au courant pour jeudi, à quelle heure, si on se retrouve, et si oui, à quelle heure. Les primitives les plus courantes, Martial, vous les avez dans le poly. Vous avez tout un tableau avec toutes les primitives qu'il va falloir apprendre. Donc, tout ça, c'est dans le poly que j'ai mis en ligne vendredi. Martin, ta question, oui. Non, je pense que la note que vous voyez sur la fiche à venir, c'est la moyenne des 2 premiers trimestres. Oui, Martial, c'est ça. Ce sont les 2 tableaux qu'il faudra apprendre. D'autres questions ? Non ? Pas de questions ?
Bon, eh ben, très bien. Sinon, ben, j'espère que tout le monde va bien, que vous travaillez bien. Vous savez que d'ici la fin de la semaine, on devrait avoir les conditions du bac. Eden, le cours SP dure combien de temps, monsieur? Je pense que ça va durer 1 heure à peu près. Peut-être il y aura en fait, je vais vous faire une partie en diaporama comme ce qu'on a fait là, sur l'exemple que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Et puis après, on regardera ensemble la suite du poly. Je vais vous indiquer en gros ce qu'il faut vraiment que vous sachiez. Et puis on fera ensemble les 2 exemples qui sont à la fin, enfin les 2 exemples qui sont dans le cours, pour que vous puissiez partir en vacances avec le nécessaire pour faire les exercices. Voilà, donc 16h45, on a dit 16h45, donc vers 17h45, maximum 18h, mais je pense pas qu'on ira bien là, parce que avec le diaporama, ça va quand même assez vite, puisque vous n'avez rien à écrire et moi non plus. C'est bon, enfin, ça va assez vite à lire, parce qu'à faire, c'est beaucoup plus long. Ok, c'est bon, pas d'autres questions? Non? Bon, bah, très bien. Donc, je dis aux spécialistes à tout à l'heure, 16h45. Et puis, je dis aux autres, bon, on se reverra jeudi, je pense. De toute façon, on se reverra avant les vacances. Si on ne se revoit pas jeudi, c'est vendredi. D'accord? Et puis, d'ici là, portez-vous bien et bon courage à tous.